נשמת מלכה בת שמחה. מלכה בת שמחה, שנשמתה תיצרוע בצור החיים ביחד עם כל הצדיקים כנראה שבגן עדן. ואוסי לרפואה שלמה ומהירה כמי רחל בת זוהרה et aussi de Chava Esther Evelyne bat Rachel. Alors, un mot alors sur la paracha. Tu vois, il y a quelque chose avec Il y a un truc intéressant dans la paracha, c'est que, plutôt dans Chumash Bereshit, il y a deux parshiyot où on trouve le mot Chaim, Chayei Sarah et Vayechi de Yaakov. Et c'est les deux parshiyot dans lesquels on parle du décès. Le décès de Sarah, de Chayei Sarah, le décès de Yaakov Avinu, c'est Vayechi. Alors pourquoi? Alors, première explication de base, c'est parce que pour nous, Bokotov, Shebuotov, parce que pour nous, la vie essentielle, c'est pas ici. La vie essentielle, quand on parle vraiment de sérénité, quand on parle vraiment de plaisir, quand on parle de toutes les... c'est pas ici. C'est au Lamaba. Ici, c'est plutôt... c'est très sympathique, ici, personne comment on dit, comment on dit en français. Personne n'est pressé de partir, mais en attendant, cette vie ici, elle est composée de beaucoup d'épreuves, pas mal de souffrances, et c'est pas évident. Mais si on veut vraiment kiffer l'endroit où on kiffe, alors c'est pour ça que surtout pour les tzadikim, un tzadik qui quitte ce monde, alors là il va aboutir, il va arriver à un monde qui est vraiment au lama. Alors là, ça c'est la vie. Parce que c'est intéressant, dans le livre Hemek Davar, là-bas il dit Vatachi Ruach Yaakov, et il dit le mot Chaim dans chaque endroit, ça veut dire Alizut Vesimcha. C'est quoi quand quelqu'un est vraiment Chai? C'est quoi le critère pour voir quand quelqu'un est vraiment, il vit? C'est la joie. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'ici on parle de joie. Parce que pour les tzadikim, c'est vraiment la joie où, ok, on a fini le travail, on a fini le tikkun, et maintenant on va pouvoir accéder à un endroit qui est beaucoup, beaucoup mieux. À part ça, il y a une autre idée, c'est que Vayechi, la gematria, Vayechi, c'est 34. Et 34, ça correspond aux deux périodes de 17 ans, quand Yaakov Avinu a vécu avec Yosef, son fils bien-aimé. Alors il y a eu les 17 ans quand il l'a élevé, et les 17 ans à la fin de sa vie quand ils se sont réunis en Égypte. Et Vayu Chayei Sarah, le gematria de Vayu, c'est 37. Et ça c'était l'âge de Yitzhak, quand Sarah Imeinu est décédée. Donc Sarah Imeinu, elle a vécu 37 ans avec son fils Yitzhak. Tout ça pour nous dire quoi? Que la vraie vie, c'est avec la famille. La vraie vie pour Yaakov, c'était qu'il a éprouvé vraiment la vie dans le sens le plus concentré. C'était quand il était ensemble avec Yosef, et Sarah quand elle était ensemble avec son fils, quand finalement il y a eu un fils avec Yitzhak. Et vous savez, il y a eu des, comment on dit, sec en français. Il y a eu pas mal de sondages qui sont répétés de temps en temps. Quelles sont les sources de joie dans la vie? Quelles sont les choses qui apportent la joie? Et chaque fois, le même résultat, mais par loin. Le numéro 1, c'est la famille. C'est la famille. En dépit du fait que c'est souvent très casse-pied. Mais néanmoins, on voit que la famille... alors ça, c'est un autre message que la Torah nous enseigne avec cette idée de Yechi Veyus Chayei Sarah. Et dernière petite idée, c'est quand on regarde les brachot que Yaakov Avinu donne à ses fils, on pourrait s'étonner que Yaakov, il a l'air de retourner et faire la même bêtise qu'il a fait au début. C'est quoi la bêtise qu'il a fait au début? Au début, Chazal, ils disent Ushina bein banim. Il a fait une, comment on dit, hein? Il a différencié entre les fils. Une des raisons pour laquelle il y a eu toute cette jalousie qu'il y a eu entre les autres frères, entre Yosef.
Parce qu'ils ont senti, ils ont ressenti. Il lui a donné un cotonnet à passim, un manteau spécial. Ils ont ressenti la jalousie parce qu'ils... C'est normal. Voilà. Mais honnêtement, c'est pas normal. C'est normal qu'un parent il ressent. Tu entends, René? C'est normal qu'un parent il ressent plus peut-être d'affinité pour un enfant qu'un autre. Ça, c'est normal. Oui, mais c'est pas normal qu'il le montre. Voilà. Mais en attendant, avec les brachot, il vient le moment qu'il va te bénir ses fils. Il y a 3 parmi les 12 fils qui ne bénissent pas. Il y a Reuven qui ne bénit pas. Il dit, tu aurais dû être le Bechor, mais par Haskamaim, tu es impulsif, et à cause de ce que tu as fait avec le lit que tu as voulu. Voilà, il n'y a pas de bracha. Et aussi Shimon Velevi, il est critique aussi, il dit, je vais les éparpiller parmi le peuple. Pas de bracha. Il faut le faire. Alors encore une fois, maintenant quand il arrive le moment où il va donner la bracha, il donne une bracha à tout le monde à part ces 3-là. Encore. Pardon? C'est vrai que Shimon et Lévi, j'avais oublié. Oui. Parce qu'ils étaient rentrés et qu'ils avaient tué tous les gens. Exactement. Non. Les gens Il faut lire la paracha. Non, mais c'est Réhouven, je pose aussi la faute de Réhouven. Alors, quelle est la réponse? La réponse est, je pense que c'est le Or HaChaim qui parle de ça, que nous, on est habitués à l'idée que la bracha, c'est toujours rajouter quelque chose. C'est quelque chose comme on dit en hébreu, tosefet. C'est une chose rajoutée, un rajout. La bracha équivalent au rajout. Et la Torah nous dit que non. Quelquefois, la bracha, elle se manifeste par le fait qu'on enlève quelque chose qui nous embête. Par exemple, à Réhouven, c'était pas bien pour lui d'être un bechor, d'être un manhig. Pour lui, ça ne convenait pas à sa nature. Alors, quand on lui enlève son statut de bechor et de manhig, au contraire, pour lui, c'est une bracha. La même chose pour Shimon et Lévi. S'ils auraient été restés rassemblés, réunis dans un endroit, pour eux, ce n'est pas une bonne chose. Pour eux, au contraire, ça leur aurait apporté des mauvaises choses dans la vie. Quand Yaakov décide, vous n'allez pas être réunis, vous allez être répandus parmi le peuple, ça c'est une bracha. Et le meilleur exemple de ça, c'est Brit Mila. On fête, on dit Mazal Tov, tout le monde a Brit Mila. Mais Brit Mila consiste d'enlever quelque chose qui empêche, enlever quelque chose qui est un marsom. Et c'est là où il y a justement la bracha. Donc, la Torah nous enseigne, Yaakov il a donné une bracha à chacun de ses fils. Mais 3 parmi les 12, la bracha consistait d'enlever quelque chose et pas de rajouter. Et dernière chose, dans le verset, quand il dit Birech otam, c'est quoi, je vous lis dedans. Sur Merak, c'est-à-dire. Et puis là, on continue. Vayivrech otam ish asher kevirchato berach otam. Il les a bénis, chacun selon sa bracha. Ça veut dire quoi, chacun selon sa bracha? Ça veut dire qu'une vraie bracha, ce n'est pas quelque chose d'externel qu'on impose sur la personne qui reçoit la bracha. La bracha, en fin de compte, l'idée de la bracha, c'est un catalyste. Ça veut dire que chacun en lui, il a un potentiel. Chacun en lui, déjà, il a la bracha. Voilà. La bracha qui vient de dehors, ça vient actualiser un potentiel. Et ça, c'est l'idée de la bracha. Quand tu bénis quelqu'un, ça veut dire que la bracha est censée t'aider à ce potentiel, à ce talent, à cette habilité qui se trouve dans la personne de sortir et de se manifester. Ça c'est Kol Echad Asher que Birchato Birechotam. Il les a chacun bénis selon la bracha qu'ils avaient en eux en potentiel. Ok. D'ailleurs, à ce sujet-là, juste d'un point de vue pédagogique, c'est très important quand un enfant fait quelque chose de bien, de le souligner. Absolument, dans l'encourager, oui. L'apprécier, absolument. C'est très important parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu cette chose-là. Et après, ça s'exprime. Après, c'est un autre. Ok, messieurs, alors on est arrivé jusqu'où? On est arrivé à la Chazarat Khatia Mikdash. Quelle page? Ah oui, là-bas non plus. Yud, Aleph, Amoud, Bet. Les grandes lignes, la première grande ligne. Yud, Aleph, Amoud, Bet. Oui, la première grande ligne. Ok. Au milieu. Ok.
Shkoyach. Ouais, c'est pas ça? Oui, c'est ça. On avait parlé des choses chez Hitir Sofam, Biglal Trilatam. Vous vous rappelez le principe? Qu'on avait permis de faire des choses à la fin, ou à cause du début. Et un des exemples, c'était, on peut revoir les exemples si vous voulez. C'était Shlosha Dvarim Itiru Sofan Mishum Trilatan. On avait dit étaler, or l'ifna dorsan, étaler la peau devant ceux qui piétinent. Et on avait permis ça en dépit du fait que c'est un peu problématique. Pourquoi? Pour encourager les gens à faire shrita. Si quelqu'un fait shrita et il pense que la peau de la bête va se perdre, il risque de ne pas faire shrita. Il va se priver de Simchat Yom Tov. Ça, c'est un. Deux, on a dit trissei chanuyot. On a permis aux gens d'enlever pas seulement d'enlever les planches, les ouvertures des magasins, mais de les remettre en place. En dépit du fait que quand on les remet en place, encore une fois, c'est un peu problématique. Et c'est aucunement lié à Simchat Yom Tov, c'est un peu problématique. Néanmoins, c'est permis, parce que si tu ne le permets pas de remettre les planches sur l'ouverture, il ne va pas les enlever. Et s'il ne va pas les enlever, il ne va pas rendre cette marchandise disponible, accessible aux gens. Et troisième chose qu'on avait vue, c'est... troisième chose qu'on avait vu, on avait permis aux gens d'entamer une nouvelle série de pains ou de pâtisseries et d'ouvrir un nouveau tonneau de vin pendant le règle à Yerushalayim. Et pourquoi? Parce que on leur a dit que les restes, on a autorisé les restes de ces choses après le règle. On avait dit très vite que pendant un règle, quand tout Am Yisraël se retrouve à Yerushalayim, la Touma de Am Haaretz a été supprimée. Pourquoi faire? Pour ne pas créer une mauvaise atmosphère vis-à-vis des Am Haaretz, pour qu'ils ne vont pas se sentir mis de côté ou repoussés. Mais après le règle, une fois que le règle a été terminé, il y a des choses qui ont été touchées auparavant à Yerushalayim par les Am Haaretz deviennent rétroactivement entamées. Alors on avait dit qu'on a permis à des gens... C'est quoi le Chazarat Retia? Attends, on va en parler. On a parlé justement, on a permis aux marchands de vin ou de pain entamer quelque chose, un truc du vin ou de la pâte pour le pain, 1 ou 2 jours avant la fin de la fête. Et on leur a dit que ne vous en faites pas, s'il va y avoir des restes, il va y avoir des restes, après les règles, ça ne va pas être tamé. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que si on n'aurait pas fait ça, ils n'auraient pas ouvert le tonneau. Ils s'auraient dit, bon c'est dommage, la plupart du tonneau va rester. Et en fin de compte, c'est possible que tout ça, ça va être rendu impur rétroactivement. Je ne vais pas ouvrir le tonneau. Je ne vais pas commencer une nouvelle série de pains ou de gâteaux parce que la plupart, ce qui va rester va être un... Et si on fait ça, au contraire, les sages voulaient faire en sorte qu'il va toujours y avoir une abondance de produits à Yerushalayim pendant le règle. Donc on leur a encouragé à ouvrir. Ne vous en faites pas. Les restes, après le règle, ça reste tahor. Il faut faire attention qu'après le règle, il n'y a pas y avoir un Am Haaretz qui va toucher. Mais ce qu'ils ont touché auparavant, ce n'est pas important. Oui. Oui, je veux dire que ce qui me gêne un petit peu, c'est pour la shrita. C'est-à-dire que les personnes qui font la shrita, les frères, qui font la shrita, ce n'est pas les mêmes qui vendent la viande. C'est deux personnes, deux groupes différents. Apparemment, non. On parle... Oui, deuxième question, c'est que si je fais... Si la shrita a été faite la veille ou l'avant-veille, et qu'ensuite ces morceaux de viande sont mis en vente le jour Yom Tov, est-ce que s'il reste encore de la viande, est-ce que le commerçant peut encore vendre après le Yom Tov? Oui. C'est-à-dire qu'on est passé de autant pour celui qui ouvre pendant Yom Tov. Non, juste non. Il y a un truc à préciser. Ici, on ne parle pas nécessairement, Richard, de Yom Tov. On parle de pendant la fête, les jours de Chol HaMoed. Chol HaMoed. Et on est situé à Yerushalayim.
il y a Aliyah la règle, il y a des dizaines de milliers de gens ou des centaines de milliers de gens qui arrivent à Yerushalayim pour Aliyah la règle. Et on veut faire en sorte qu'il y ait assez de produits dans les marchés pour pouvoir donner pour vendre okay? Mais on ne parle pas de Yom Tov. Donc encore une fois, c'est juste encourager les gens à ouvrir, à entamer une nouvelle fabrication. Il y a une ambiguïté parce qu'on ne parle pas de... Nulle part c'est marqué. Hein. Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Tu as raison. Je vais compléter sa question. Oui. Parce qu'il a dit que quand il fait quelqu'un qui fait la shrita, il ne peut pas en même temps vendre de la viande. C'est ça. Ouais. C'est arrivé que la personne qui faisait la shrita, elle est devenue vieille et s'est même troublée. Et alors, je sais que c'est mon oncle qui était boucher. Et, bon, les couteaux bien aiguisés, contrôlés, tout ça. Et il faisait la shrita, mais sous la responsabilité de... Parce que sinon, c'est pas possible qu'on donne à quelqu'un qui tremble, c'est pas sûr. Alors, il est en même temps, donc il fait la shrita, et après, le lendemain, il vend la viande. Ouais, ça se passe souvent. Ouais, Un boucher. Jusqu'à quand il continue à vendre après le régal ou après la fête. Jusqu'à quelle heure? Juste qu'ils finissent le contenu du tonneau, le contenu de la nouvelle pâte. Le contenu de taureau et de taureau. Déjà fait ma naissance. Non, mais en temps, Eli, tu comprends, les ventes qui vont se dérouler après, de toute façon, il doit faire attention qu'un Amaharetz ne peut pas toucher après le règle. Quoi que ce soit, si un Amaharetz qui rentre en contact avec ses produits après le règle, ça va les rendre tamés. On parle de, est-ce qu'on regarde ces produits rétroactivement, on dit, ok, maintenant il s'avère qu'avant le règle, on sait que ça a été touché. Alors maintenant, ça va être rétroactivement tamé à cause du passé. Alors, en ce qui concerne la nouvelle série de pains, la nouvelle série de tonneaux, on dit non. Comme on les a encouragés d'ouvrir, on dit t'en fais pas. C'est pas tamé rétroactivement, mais en attendant, fais gaffe. Non, le problème, c'est qu'après, quand il continue à vendre sa marchandise, il arrive à un moment où c'est fini. Oui, c'est fini, il doit faire encore. Ok, maintenant on est arrivé à Chazarat, on avait parlé aussi de Chazarat Haretia B'Mikdash. Vous voyez? Oui. Chazarat Haretia B'Mikdash. Remettre un pansement. On avait dit que c'était permis à un Kohen de remettre un pansement sur une blessure dans le temple. Quelle est l'histoire? Encore une fois, il enlève le pansement parce qu'il n'a pas le droit de tenir un cli avec un pansement. Parce qu'un pansement, c'est une chatzitza qui vient intercepter entre sa main et entre le cli. Et ça, c'est possel et avoda. Donc, il enlève, il doit enlever. En attendant, on lui permet de remettre le pansement en place en dépit du fait que des Rabbanan, c'est interdit. Des Rabbanan, c'est interdit de remettre le pansement en place de peur qu'il va faire mémarer, de peur qu'il va aussi torqueder, il va commencer à faire comme ça la pommade, et ça, c'est interdit. Donc, pour le Kohen. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on permet à cause du début. Vous savez quoi, à cause du début? On avait dit l'autre fois, on permet au Kohen de remettre le pansement en place, de peur que si tu lui permets pas de remettre le pansement en place, il ne va pas l'enlever. Et s'il ne va pas l'enlever, alors là, il y a un problème grave, que la voda qu'il va faire dans le temple n'est pas saoul. Donc, pour l'encourager à l'enlever le pansement, il dit, t'en fais pas, tu vas après pouvoir le remettre en place. Encore un exemple de quelque chose qu'on permet la fin à cause du début. Le pansement, s'il est là, c'est parce qu'il en a besoin. S'il enlève, c'est pas un problème. Apparemment, ce n'est pas un problème. On ne parle pas d'une blessure, on l'avait dit l'autre fois, on ne parle pas d'une blessure où il y a du sang qui jaillit, un truc comme ça. Non. C'est un morceau de peau, une blessure qui est censée être recouverte. Mais ce n'est pas un problème pendant une petite période de temps, 1 heure, 2 heures, de l'enlever. En attendant, le type, il veut le remettre en place. Alors, normalement, dans le temple, pendant Yom Tov, c'est interdit. Ou Shabbat, c'est interdit. Mais ici, on permet au Kohen de le remettre en place, parce qu'on n'a pas que si tu ne lui permets pas de remettre le pansement en place,
il ne va pas l'enlever. Ah ouais, alors il n'y a pas la faute de le garder. Ici, et actuellement, un Cohen. On a un seul Cohen. Dans le temple, il n'y avait pas un seul Cohen. Plusieurs, On parle du temple. Non, mais en dehors du temple. Ok, quelle est la En dehors question? du temple, un Cohen, on a un seul Cohen. Le problème, c'est qu'il a un pansement. Non, encore une fois, tu entends. Cet halakha, cet enseignement s'applique uniquement dans le temple. Dans le temps. Oui, mais le Beth Knesset ne remplace pas le temple. Non. Ok. Sauf si tu fais des corbanotes. Alors là, encore une fois, dans les mots. Chazarat retiya b'mikdash nami tanina. Mais là aussi, c'est un enseignement qu'on a déjà enseigné auparavant. Machzirim retiya b'mikdash, avalo b'medina. Ok, donc on a vu cet enseignement avant. Donc encore une fois, Oul, qui vient enseigner ça, quelle est la nouveauté de son enseignement? Mahu de tema, ta'ama mai, mishum de ein shvut b'mikdash. On aurait pu penser, pourquoi est-ce qu'on permet au Kohen de remettre le pansement? Parce qu'il n'y a pas de shvut. C'est quoi shvut? C'est des interdits de Rabbanan. Il n'y a pas des interdits de Rabbanan dans le temple. Donc on aurait pu penser ici comme si c'est comme ça. Afi le Kohen de lav bar avodahu. Même un Kohen qui n'est pas de service, vous entendez, Chaim, tu te concentres. Même un Kohen qui n'est pas de service, qui ne va pas toucher des kelim, lui aussi se serait permis de remettre un pansement en place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shvut. Il n'y a pas des interdits de Rabbanan dans le temple. On aurait pu penser comme ça. Comme Hashmalan, donc on a besoin de Oulu qui nous dit non. Qui tire au sofan mishum trilatan. La raison pour laquelle c'est permis, parce qu'on a permis la fin à cause du début. Donc, de bar avoda in, quelqu'un qui est censé travailler, le Kohen qui travaille, oui, c'est permis, à lui, c'est permis de remettre le pansement. De lav bar avoda, lo. Mais quelqu'un qui n'est pas censé de travailler, non. C'est clair? Bien qu'il n'y ait pas de shoot. Non, il y a apparemment shvut. Ça, c'est la conclusion. On aurait pu penser que si seulement tu me dis que c'est permis de remettre le pansement en place, on aurait dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des interdits de Rabbanan dans le temple. Donc s'il n'y a pas des interdits de Rabbanan, n'importe quel Kohen, même un Kohen qui ne travaille pas, qui n'est pas d'office, il aurait le droit de remettre le pansement parce qu'il n'y a pas des interdits de Rabbanan qui s'appliquent dans le temple. Ah, toujours. Ah non, il ne va pas. Oui, il l'a enlevé, mais il aurait le droit de le remettre. Même s'il ne travaille pas. Pardon? Si, on a le droit d'enlever. Non, pas pendant Yom Tov. Non, on a le droit d'en enlever. Le problème est que quand tu remets un pansement sur place, on a peur que torquedei, tu vas l'émarer, tu vas, comment on dit en français? Étaler Étaler le truc et ça c'est interdit. Ok, c'est clair pour tout le monde ou il y a des doutes? Yoel, c'est clair? Pourquoi tu n'as pas l'air radieux? Normalement, quand on comprend quelque chose, on devrait avoir l'air radieux. Ok, on continue. Poter et chavito. Encore une fois, l'enseignement qu'on permet d'ouvrir le tonneau, ça aussi c'est un enseignement qu'on a déjà appris. Poter et chavito nami tanina. Poter et chavito matril beisato al gav règle. Quelqu'un qui a ouvert son tonneau en marchant, ou qui commence la pâte pour une nouvelle série de pain, pendant les règles, Rabbi Yehuda Omer Yigmor, Rabbi Yehuda va permettre de finir la vente après les règles. Et Chachamim Omrim Lo Yigmor. Et Chachamim disent non, qu'après les règles, c'est foutu parce qu'on a peur que des Amei Haaretz pendant les règles ont touché. Et donc, ce que les restes sont interdits. Oui. T'es content? Ouais. Parce que ça fait Am Israël l'arrivim, Zébézé. Je ne suis pas content. Hein? Parce qu'en fait, ils disent on a déjà appris ça. Mais non, on n'a pas appris ça, puisque là-bas il y a une marloquette. Et en fait, Chachamim, ils sont contents. Oui, alors c'était important de l'enseignement nouveau. Pourquoi? Parce qu'on avait appris l'enseignement de nouveau, bon, c'est pas Oul en fin de compte qui l'a apporté, c'est Rachava Amar Rabbi Yehuda. Et c'est lui qui cite Afa Poter Chavito Matril Beisato al Gav Règle, Valibé de Rabbi Yehuda. Il a précisé selon Rabbi Yehuda d'Amar Yigmor. C'est quoi ta question? Okay.
Il n'y a plus de questions. Alors la Gemara dit, en fin de compte, non, il y a un chidouche. On a eu besoin de le dire. Mahu de Teima. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Tumat am haaretz beregel que tahara shaviu harabanan. On aurait pu penser que les amé haaretz, quand ils touchent quelque chose pendant les règles, c'est comme si rien s'est passé. C'est comme si c'était tahor. Que ça a été annulé à fond. Il n'y a pas le concept de tumat am haaretz pendant les règles. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas. C'est comme s'ils n'ont rien fait. C'est ce qu'on aurait pu penser. Comme de nos jours. Vafal gav de lohitril nami. Et ça veut dire quoi? Même quelqu'un qui n'a pas ouvert son tonneau ou commencé à nouveau une série de pains pendant la fête, même quelqu'un qui le tonneau était ouvert avant la fête, et on parle de produits qui étaient disponibles avant la fête, qu'il vendait, même ça, après la fête, ça serait tahor. Et la réponse est non. Que mashmelan, non. Hitiru sofan mishum trilatan. On a permis ça, la fin, c'est quoi la fin? On a permis à la fin de continuer à vendre les restes des produits à cause du débit pour encourager le type entamé. Mais s'il a commencé, s'il va entamer, oui, on autorise les restes. Lo hitril, lo. Mais s'il n'a pas entamé, non. Pendant la fête. Pendant la fête. C'est-à-dire s'il a ouvert avant Yom Ça Tov, veut dire que vers la fin, il peut faire des promotions. pendant Yom Tov, les Amé Haaretz, ils ont touché. Pendant la fête, Chol HaMoed, disons. Oui, pendant Chol HaMoed. Ouais. S'il a ouvert avant, alors à la fin de la fête, c'est Amé. Oui. Encore une fois, juste pour préciser, on aurait pu penser que quand les sages, ils ont décrété qu'il n'y a pas de Tumat Am Haaretz pendant la fête, ça n'existe pas. Ils ont effacé le concept de Tumat Am Haaretz, que quand un juif ignorant il touche quelque chose, c'est comme si rien s'est passé pendant la fête, pendant les règles à Yerushalayim. Et donc, les restes des produits qui étaient à vendre à Yerushalayim après la fête, quoi que ce soit, ils sont tahor. Parce que rien ne s'est passé auparavant. Maintenant, après la fête, fais gaffe. Maintenant, après la fête, fais attention quand un Haaretz dorénavant ne va pas toucher. Mais en attendant, tous les produits qui étaient étalés à vendre à Yerushalayim pendant la fête, pas de problème. C'est ce qu'on aurait pu penser. Et la réponse est que non. C'est seulement cette idée, cette autorisation, cette idée qu'on dit après la fête, ça reste tahor. C'était seulement un truc qu'on a dit pour encourager les marchands à ouvrir pendant la fête. Mais s'il y avait déjà de toute façon, personne n'a ouvert, il y avait déjà des produits qui étaient là de toute façon pour la fête, qui étaient prêts d'avance. Alors ces produits, après la fête, vont devenir tamés rétroactivement. Parce que pendant la fête, quand on dit il n'y a pas Tumat Am Haaretz, c'est pas qu'on a effacé, c'est pas qu'on a dit il y a comme si rien s'est passé. Non, quelque chose oui s'est passé. Mais les conséquences de ce qui s'est passé vont seulement se faire ressentir après la fête, mais pas pendant la fête. Alors, ce qui se passe, s'il y a un marchand qui a un tonneau qui a été ouvert avant la fête, il va le cacher pendant Chol HaMoed et ouvrir, parce que si le laisse à Chol HaMoed, ils vont toucher, après ça sera tablé. Alors, il faut qu'il le cache, qu'il ouvre à nouveau, spécialement pour la fête. Peut-être. Ouais, on voit alors qu'il fasse une promotion quand il va rester. De Yehuda. Parce que si par exemple on ouvre un tonneau de vin pendant la fête et il se termine avant que la fête soit terminée. Voilà. Et là il se dit il reste quelques heures que la fête se finisse. Est-ce qu'il va prendre le risque d'ouvrir un nouveau tonneau? Je pense que si c'est quelques heures, il ne va pas le faire. Mais ici on parle qu'un ou deux jours avant la fin. 1 ou 2 jours avant. D'abord, c'est dans l'intérêt de chaque marchand d'ouvrir sa marchandise au début de la fête. Parce qu'il y a des milliers de gens qui vont venir à Yerushalayim pendant la fête. Alors, c'est presque sûr que ce qui va étaler va être vendu. Donc, la question ne se pose pas tellement au début de la fête. La question se pose à la fin de la fête, quand il y a encore le dernier jour ou 2 jours avant la fin. Il dit, bon, j'ouvre un tonneau, mais presque sûr que j'ai seulement arrivé à vendre 1 tiers, et 2 tiers vont rester. Il jette, non, il n'y a pas de problème.
Alors attends. Les familles, ils ont permis. Non, non. Pendant la fête. Il a ouvert pendant la fête. Encore une fois, lui il s'est dit, tu sais quoi? Il dit, tu sais quoi? Ça ne vaut pas la peine que je vais ouvrir le tonneau. Parce que les restes, la majorité du tonneau qui reste après la fête, il va rétroactivement être tamé. Or, pour l'encourager à ouvrir le tonneau, il dit non, t'en fais pas. Les restes de ton tonneau après la fête sont tahor. Alors là, on aurait pu penser quoi? On aurait pu penser, tu sais quoi? Alors ça s'applique across the board. Ça s'applique à chaque produit. Qu'il n'y a pas eu de touma pendant la fête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de touma pendant la fête. Et donc, n'importe quel produit qui a été mis à vendre pendant la fête, après la fête, c'est aussi tahor. Et la réponse est non. Les produits qui étaient à vendre dans le temple, pas dans le temple, à Yerushalayim pendant la fête, après la fête deviennent rétroactivement tamés. À part les produits des marchands qui ont ouvert, qui ont entamé la vente spécialement pendant la fête, à eux on leur dit, pendant votre cas, les restes de vos produits après la fête sont tahor. Mais de toute façon, c'est pas gênant. Pourquoi c'est pas gênant? Parce qu'après la fête, le peuple il retourne vers la culture. Oui. Puisqu'il est tahor pendant la fête. Non, mais la fête est finie. Oui. Alors, elle dit de toute façon, c'est pas un problème. Tout le monde après la fête, il revient d'être tahor. Mais il y a tout de même encore une fois une distinction, on avait dit avant, entre le chaver, entre le hamaharetz. Il y avait beaucoup de gens, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais dans le peuple, il y avait des gens qui étaient, comment on dit? Le Raver, si tu parles de Raver, il connaît tout ça. Oui. Il a étudié. Oui. À ce moment-là, il évite d'appeler mais pendant la fête, il n'a même pas besoin d'éviter. Non, pendant la fête, ok, mais après la fête. Après la fête, il est bien évité. Oui. C'est ce qui te reste. Et la majorité des gens, c'est des Haméharetz. De toute façon, encore une fois, quand on dit qu'après la fête, ça devient tamé rétroactivement, il y a toujours un marché qui reste disponible, c'est le Haméharetz. Il peut toujours vendre Haméharetz après la fête. Ok, on continue. Vous y êtes? Vous y êtes? Shlomo, tu t'assois. Alors la Gemara dit, maintenant la Gemara demande, vous savez au début de la Gemara on avait vu que Oul, il avait cité 3 cas où on a permis la fin à cause du début. Mais il n'avait pas apporté le cas du tonneau. Le cas du tonneau, on a permis aux marchands de tonneaux de vin et des choses. Ça, il ne l'a pas cité. Alors, Gemara demande dans les mots, Ve'ul. C'est le 4e cas. Oui. Ve'ul maïta amar lo amar ha. Pourquoi il n'a pas cité ce 4e cas du tonneau de vin pourquoi il n'a pas cité ça aussi? Et la réponse est Beplukta lo kamairi. Il a dit qu'il ne voulait pas citer quelque chose qui était le sujet d'une marloquette. Et justement, on a vu que quel était le statut des restes des produits qui ont été entamés pendant la fête. Marloquette, et Rabbi Yehuda, il permet, il dit qu'à la fin de la fête, ça reste de tahor. Et Chachamim disent non, rétroactivement, c'est tamé. Comme c'est une marloquette, Oul n'a pas cité ce cas. Alors la Gemara dit Hanach nami pluktaninu. Il dit avant, les autres cas qu'on a vus, le cas des trissim, des planches dans les magasins, le cas d'étaler la peau, ça aussi c'est une marloquette. Marloquette Beit Shammai Beit Hillel. Ça aussi c'est une marloquette. Et ça ne l'a pas empêché Oul de le citer. Oui, mais alors la réponse est Beit Shammai binkom Beit Hillel einam Mishnah. On dit que ça c'est vrai que c'est une marloquette, mais on ne prend pas en compte Beit Shammai. Quand il y a Beit Shammai Beit Hillel, automatiquement, la halakha c'est comme Beit Hillel. Dans le fait qu'il y a une marloquette, on s'en fout. Beit Shammai, il n'est pas vraiment pris en considération. Donc c'est pour ça que là, avec les Chachamim, on aurait pensé que les Chachamim... Oui, exactement. Pas seulement ça, big deal. Il y a un Yachid le Rabim, halakha ke Rabim. Donc c'est un ridou. Vous êtes en forme ce matin. Ça doit être le masque. C'est pas le masque, c'est la caméra. On essaie de... Il dit que c'est la caméra. Il m'a demandé est-ce que j'étais prêt de filmer le cours. J'ai dit je veux bien essayer, mais une des raisons que ça m'embête, parce que je ne vais pas me sentir aussi libre de vous agresser que j'aurais normalement fait. Et là, je dois être poli, je dois vous traiter gentiment. Ça m'agace. Mais on va voir combien de temps je vais tenir le cours. Il y a un avantage à ça aussi, que je filme. Ça m'oblige à arriver à l'heure. Ça, c'est un gros avantage. Arriver à l'heure. Arriver à l'heure, ouais. Ok.
Alors là, tu l'as motivé, là, d'un seul coup, on arrive à l'heure de match. En plus, avant de venir, je vais devoir mettre la cravate, je vais devoir me coiffer. Ok. Matnitin, de l'eau qui haïtana. Notre Mishnah n'est pas comme la braïta qu'on va voir, des Tanya. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Modim Beit Shammai ou Beit Hillel, shemesalkin et atrisin beyom tov. Selon cette braïta, il n'y a pas de marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel, que tous les deux seraient d'accord. On peut enlever les planches qui étaient dans les ouvertures des magasins, les enlever, les mettre par terre, étaler là. Tout le monde est d'accord. Donc c'est déjà pas comme la Mishnah. Mais où est la marloquette? L'onech le coup, elle a la chazir. La marloquette, est-ce qu'on a le droit de remettre en place? Chez Beit Shammai, on dit ein machazirim, et Beit Hillel, on dit af machazirim. Bamed varim amorim. Vous avez vu l'histoire, pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont de peur, qui ne vont pas pouvoir les remettre et que quand ils ne seront pas là, on risque de leur voler. Alors ils ne vont pas ouvrir du tout. Et alors ça va donner le... Ça, ce qu'on avait dit, c'était dans la liste des choses qu'on permet la fin à cause du début. C'est Rabbi Yehuda. C'est quoi la fin? La fin, c'est quand on remet les planches en place. C'est pas Rabbi Yehuda, c'est Beit Hillel. Il permet de remettre les planches en bas, dans leur place, de peur que si au marchand, tu ne lui permets pas de remettre les planches, il ne va pas les enlever. Et s'il ne va pas les enlever, encore une fois, on va priver de la marchandise aux gens pendant Yom Tov. Mais... c'est Beit Hillel et Beit Shammai, les trois cas qu'on a vus. Oui, Beit Shammai, Beit Hillel. Ah, maintenant j'ai compris. Donc c'est que le quatrième cas. D'accord. Mais maintenant aussi, Chaim, maintenant qu'on est filmé aussi, tu vas devoir faire gaffe et faire attention parce que c'est filmé, c'est pas publié à tout le monde ce qui tu vas devoir réfléchir un petit peu. Oui, mais dis pas que c'est Chaim. Ok, non, j'ai pas dit Chaim, on efface. Chaim Margui, Shalosh Echadecha Shel Chaim Arba, Chamesh Nadarba. Et raconte. Et aussi Nadla. Ah oui. Donc cette braïta nous dit que la marloquette est sur s'il a le droit de remettre les planches en leur place. Chez Beit Shammai, omrim ein machazirim, et Beit Hillel omrim af machazirim. Bamed vaim amorim. De quoi on parle? Où est-ce qu'il y a cette marloquette? B'sheyesh lehen tsir. Quand la planche elle a un tsir. Vous savez peut-être dans vos gemarot, il y a une image. La planche, à côté de la planche, il y a comme un morceau de bois qui sort. C'est comme un tsir. Un gond. Hein? Un gond. Ok, il y a un gond. Ok. Alors, la marloquette, c'est seulement quand il y a un gond. Mais s'il n'y a pas de gond, d'ivrei hakol mutar. Tout le monde serait d'accord qu'on peut remettre la planche à sa place. Pourquoi? On avait dit que le problème, c'est binyan vestira bekelim, qu'il y a une xéra de Rabbanan. Nous, on sait que l'interdit dans la Torah de démonter ou de construire, binyan vestira, c'est seulement vis-à-vis de binyan, de maison. Mais vis-à-vis d'ustensiles, ça n'existe pas. Mais les Rabbanan, ils ont aussi interdit de faire ça avec des kelim, de peur que ça peut entraîner aussi binyan vestira, binyan. De toute façon, s'il n'y a pas de tsir, il n'y a pas de gond sur la planche, ce n'est pas du tout comparable à un binyan. Ce n'est pas quelque chose quand tu remets en place qui est kavua, qui est fixe. Donc même Beit Shammai permettrait de remettre en place, parce que c'est bichal lo kashur, le binyan. Mais s'il y a un tsir, s'il y a un gond, alors là ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué parce que, encore une fois, tu le remets en place par le gond, dans le trou, tout ça, ça devient un peu plus fixe. Là, ça commence à rassembler binyan. Alors, c'est ça, la demande dit, aval ein len tsir, dibra kol mutar. Vehat Tanya. Quand on a dans la porte, il y avait des œillets où on rentrait, il y avait des crochets qui dépassaient du mur, et tu rentrais le volet sur les crochets, et en bas il y avait une autre pointe qui dépassait avec un trou, et tu mettais un cadenas pour pas qu'on puisse l'enlever. Est-ce que ça c'est considéré comme un gond? Oui, aussi c'est compliqué, oui, parce que ça rend la porte fixe. Oui. Alors ça aussi c'est compliqué, c'est pas bien.
Donc c'est le même esprit. Oui, dans le même esprit. Ça, c'est une version. Et pourtant, il y a une autre braïta qui dit la machloket entre Beit Shammai et Beit Hillel, c'est quand la planche n'a pas de gond. Aval yesh lehen tzir, divrei hakol asur. Mais s'il y avait un gond, tout le monde serait d'accord que c'est interdit. On avait dit avant que la machloket, c'est quand il y a un tzir, quand il y a un gond. La machloket Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Hillel permet, Beit Shammai interdit. S'il n'y avait pas de tzir, tout le monde est d'accord que c'est permis. Ici, on dit l'inverse, que la machloket, c'est quand il n'y a pas de gond. Mais s'il y avait un gond, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Donc ça, Amar Abaya, b'sheyesh len tzir min hatzad, on commence à préciser. Quand il y a un gond du côté, divrei hakol asur. Vous entendez, ça c'est la planche. Ça c'est la planche. Si ça c'est à côté, un tzir à côté. Donc, il y a un tzir à côté ici et un tzir à côté ici. Un tzir au milieu, c'est ici. Apparemment, quand la façon normale de mettre un tzir, c'est de côté. Et c'est quand c'est vraiment fixé comme il faut, c'est quand le tzir est à côté. Quand le tzir est au milieu, c'est moins évident. Donc la Gemara est en train de dire, il est en train de préciser dans les mots, b'sheyesh len tzir min hatzad, quand le tzir est du côté, donc ça c'est l'endroit normal, divrei hakol asur, tout le monde est d'accord que c'est interdit de le mettre en place. Parce que c'est binyan. Ein len tzir kolika, s'il n'y a pas de tzir du tout, divrei hakol mutar, tout le monde est d'accord que c'est permis de remettre la planche en sa place. Qui pligue, et quand est-ce qu'il se dispute, b'sheyesh len tzir be'emsa, quand il y a un tzir, un gond au milieu. En haut de la page suivante, Mar savar gazrin tzir be'emsa atu tzir min hatzad. Il y a une opinion qui dit, donc c'est Beit Shammai, qui interdit de remettre en place une planche dont le tzir est au milieu, de peur que tu vas le mettre en place même quand le tzir il est de côté. Et Vemar savar lo gazrin. Beit Hillel dit il n'y a pas de problème et donc c'est permis, on ne fait pas de gzira. Ok, s'il n'y a pas de questions, on continue encore 2-3 minutes. Bien sûr, j'ai une question. Vas-y. L'idée du tri, c'est pas pour protéger du soleil uniquement, c'est pour protéger des voleurs. C'est-à-dire que je ferme mon magasin et donc je ne rends pas la possibilité de rentrer dans le magasin. S'il n'y a pas un système, peu importe le système, sur le côté, en haut, derrière, n'importe où, s'il n'y a pas un système de monde, que je peux fermer mon volet sur la vitrine, enfin sur le magasin, ça ne marche pas. Donc, je veux dire que... Mais pour les voleurs en potentiel qui se promènent dans le marché, ils voient des magasins qui sont fermés. Alors lui, c'est pas le type. C'est normalement la norme, tu as raison, la norme que quand il y a des planches ou des portes, c'est fermé comme il faut. Or lui, il se dit qu'il voit la planche, il dit bon, j'imagine que c'est fermé comme il faut. Donc ça va le décourager d'essayer, de faire une tentative. Mais c'est vrai qu'il y a des cas que s'il n'y a pas, tu as raison, que si c'est censé protéger des voleurs, s'il n'y a pas de tzir, ça ne va pas protéger. Juste la Mishnah, Beit Shammai omrim, ein motzi'in, lo et hakatan, velo et halulav, velo et sefer haTorah lereshut harabim. On est dans un contexte de Yom Tov. Yom Tov. Et Beit Shammai interdit de faire sortir de la maison jusqu'en dehors, que ce soit un enfant, ou que ce soit un lulav, ou que ce soit un sefer Torah. Donc les trois choses, même l'enfant, apparemment c'est lié à Yom Tov, mais c'est interdit pour Beit Shammai. Beit Shammai omrim ein motzi'in, lo et hakatan, velo et halulav, velo et sefer haTorah lereshut harabim. Ve Beit Hillel matirin. Alors, la Gemara dit, Tana kame de Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Il y a un enseignement, quelqu'un qui a enseigné devant Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Ashochet olat nedava beyom tov, loke. Quelqu'un qui égorge une ola, qui nedava c'est un don, c'est pas une obligation. Donc il n'est pas obligé de faire la shrita de cette ola, parce que c'est olat nedava pendant Yom Tov. Normalement, il ne devrait pas le faire.
on a le droit, encore une fois, on a le droit de faire shrita à cause de Ochel Nefesh pendant Yom Tov. On a le droit de faire shrita pour un korban dont l'obligation est d'être offert pendant Yom Tov. Mais on n'a pas le droit de faire stam shrita. Apparemment, on s'est écrit, si tu fais shrita du nolat nedava, alors il y a des coups, tu reçois des malkot, tu shochet olat nedava biyom tov bloqué. Amar leida amar lachmani, ce que tu as enseigné, c'est selon qui? Qui dit une telle chose? Beit Shammai, apparemment c'est Beit Shammai. De Amra, ils ont dit le principe suivant. Lo amrinan mitoch shehutra hotsa'a letzorech hutra nami shelo letzorech. On ne dit pas, comme par exemple, hotsa'a, c'est quoi hotsa'a? Faire sortir quelque chose du domaine privé jusqu'au domaine public. Reshut hayachid et reshut rabim. C'est permis de faire ça. À cause de quoi? Ochel nefesh. Vous entendez, la Torah nous permet de préparer la nourriture. Si, en préparant la nourriture, j'ai besoin de faire sortir de la nourriture de la maison, pas de problème. Mais le fait que faire sortir de la nourriture, c'est permis, ça ne veut pas dire que l'acte de faire sortir est devenu autorisé d'une façon générale. Ok? C'est seulement autorisé si c'est lié à la nourriture, mais pas si c'est lié à autre chose. C'est pour ça que Beit Shammai a dit, si tu fais sortir des choses de la maison qui ne sont pas liées à la préparation de la nourriture, que ce soit des bébés, un Sefer Torah, même une mitzvah de lulav, c'est interdit. Et tandis que Beit Hillel, eux, ils disent non. Comme l'acte de faire sortir a été permis dans le contexte de Ochel Nefesh, cet acte est devenu autorisé d'une façon générale. Même si tu fais sortir quelque chose de la maison qui n'est pas lié à la préparation de Ochel Nefesh, c'est permis. Parce que Ho'il vehutra letzorech, comme ça a été permis pour le besoin de Yom Tov, la préparation de la nourriture de Yom Tov, Ho'il shehutra letzorech, hutra nami shelo letzorech, c'est devenu autorisé même quand ce n'est pas lié à la préparation de la nourriture. Oui. Oui, mais ce qu'on a vu au début, il n'y a pas écrit un motzi ou la nedava, écrit à shochet. À shochet, alors juste on finit les mots et là on finit dans les mots. Tane kame de Rabbi Yitzhak bar Abdim, à shochet ou la nedava beyom tov bloqué. Amar le damar lach mani. Qui t'a dit ça? Tu dis cet enseignement selon qui? Beit Shammai. D'amre, lo amrin. On ne dit pas mitoch sheutra hotza letzorech, hutra nami shelo letzorech. Dis Beit Hillel, parce que si c'était Beit Hillel, ha amre. Mitoch shehutra hotza letzorech, hutra nami shelo letzorech. Hachanami, ici aussi. Mitoch shehutra shrita letzorech, hutra nami shelo letzorech. Alors là, c'est la même idée que Beit Shammai, ils disent shrita, c'est permis, mais permis pourquoi? Ochel nefesh. Mais ça ne veut pas dire que l'acte de shrita est devenu permis, autorisé d'une façon générale. Tandis que Beit Hillel, ils disent non. Comme la shrita est devenue permise pour Ochel Nefesh, dorénavant, Shrita est devenu permis, l'acte est devenu permis d'une façon générale, même si ce n'est pas lié à Ochel Nefesh. Pas d'exception. Ça ouvre. Tout peut être autorisé alors. Non. Il y a des choses qu'on fait l'autre horaire, alors. Demain, tu vas me donner des exemples. Il n'y a pas de différence entre le Yom Tov et le Chol. Non, il y a des différences. Il y a des actes qui sont... Les seuls actes qui sont... Attends, Eli, les seuls actes qui sont permis Yom Tov, c'est des actes qui sont liés à Ochel Nefesh. Il y a plein d'actes de Melachot qui sont interdits Yom Tov. Du moment que c'est permis pour ça, c'est permis pour l'acte. Beit Hillel dit, si c'est comme cet acte a été rendu permis pour Ochel Nefesh, cet acte en question est devenu permis même pour des choses qui ne sont pas liées. L'acte, il va sortir quelque chose. Oui. Il va sortir le pilon. Oui. Non, ça dépend. Le pilon, c'est peut-être... C'est moux, c'est cliché melartolisou. Messieurs, chez vous à toi.